Écoutez, je vais essayer de combler rapidement, le temps de permettre aux autres de se connecter. Donc, rebonjour encore à toutes et à tous. Donc, Amadou Tidiane Diawara, très heureux d'animer cette 47e session de live audio leading de 30 minutes qu'on organise, donc organisée par Cybercafé. Donc, pour ceux qui assistent à la première session, donc Cybercafé est le média qui réunit la communauté de professionnels et de passionnés du numérique pour partager et apprendre sur diverses problématiques. Donc, on se réunit globalement tous les samedis à 9h GMT, 10h heure de Paris, heure de Brazza de Kinshasa, pour parler de numérique. Donc, pour cette 47e session, nous sommes très heureux de recevoir Erwin aujourd'hui, avec qui nous allons évoquer le thème de la conduite de changement lors de la transformation digitale des services clients. Donc, c'est un sujet qui nous a été remonté et qui on a estimé effectivement important lors des, on va dire, des chantiers de transformation digitale. Donc, nous verrons ensemble déjà ce que c'est la conduite du changement, bien évidemment, et quel est l'impact pour les entreprises et comment est-ce qu'il faut l'appréhender. Donc, la session va s'articuler donc en deux axes, hein. Dans un premier temps, donc je poserai les questions à notre speaker qui a eu, on va dire, la gentillesse et vraiment qui a bien voulu se rendre disponible pour partager avec nous son expertise. Donc, dans un second temps, je pense que vous connaissez globalement le principe. Vous aurez juste à lever la main pour activer vos micros et poser vos questions, pour aussi apporter vos analyses sur le sujet, si vous le souhaitez. Donc, ce sont des sessions de 30 minutes, donc enregistrées et disponibles sur notre chaîne YouTube Cybercafé. Donc, rebonjour encore à toi, Erwin. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ta disponibilité. Et tout de suite, je pense qu'on pourra commencer. Donc, je rappelle, on parlera effectivement de la compréhension de ce que c'est la transformation digitale, la conduite du changement. On verra comment est-ce qu'il faut le planifier, comment est-ce qu'il faut le mettre en œuvre, comment est-ce qu'il faut suivre cette conduite du changement. Donc, je vais peut-être déjà te laisser te présenter. Est-ce que tu peux brièvement décrire ton parcours et les missions que tu fais aujourd'hui? Ok, merci beaucoup Amadou. Merci à tous ceux qui sont connectés. Donc, je suis Erwin Igueta, ivoirien, de la Côte d'Ivoire, installé en Côte d'Ivoire. Donc, actuellement, je suis responsable du département Excellence opérationnelle, transformation digitale et innovation. Mais avant cela, j'ai travaillé dans plusieurs boîtes. Donc, j'ai commencé ma carrière en tant qu'organisateur bancaire, donc tout ce qui était gestion de projet, puis gestion d'application à la BCC, donc la filiale du groupe BNP en Côte d'Ivoire. Ensuite, à la Banque nationale d'investissement comme organisateur bancaire senior. Après cela, j'ai fait un tour à la SG, au CSMSI, au Centre de services mutualité en Afrique subsaharienne, comme chef de projet MOASI. Ensuite, j'ai pu travailler pour Bolloré comme chef de projet de déploiement des systèmes d'information, où j'ai eu à déployer ces systèmes-là dans à peu près 15 pays en Afrique. Après, j'ai travaillé comme consultant en Project Management et Core Banking System pour Amaris, où j'ai eu à installer la première usine de test logiciel d'Afrique subsaharienne pour la Société Générale. Et ensuite, la Société Générale m'a débauché pour que je puisse être le directeur adjoint de cette usine de test logiciel-là, où je gérais à peu près 75 personnes venant de 10 nationalités différentes qui ont travaillé sur tout ce qui était comme problématique de RPA, Robotic Process Automation, donc automatisation robotiser des processus d'automatisation des tests de DevOps, de tout ce qui était technologie et ensuite j'ai été débauché par la Banque nationale d'investissement pour le poste que j'occupe depuis depuis 2 ans. Donc à ce poste-là aujourd'hui, je m'occupe de tout ce qui est excellence opérationnelle, donc optimisation de processus, modification du modèle opérationnel, optimisation surtout du modèle opérationnel, mise en place du modèle de maturité digitale de la banque, mise en place de la stratégie de transformation digitale de la banque et puis conduite de cette stratégie de transformation digitale. Donc, c'est ce que je fais actuellement à la Banque nationale d'investissement. D'accord. Déjà, bravo pour ce brillant parcours. Donc, ma première question, hein, dans cet axe de compréhension de ce qu'est la transformation digitale, est-ce que tu peux peut-être nous dire qu'est-ce que la transformation digitale et quelles sont ses caractéristiques? OK, merci. Donc, la transformation digitale, si on veut aller dans le sens étymologique, donc transformation, c'est tout ce qui est changement,
de forme. Ça veut dire que on vient impacter le modèle opérationnel, le business model d'une entreprise. Donc, ça, c'est une transformation des consciences, c'est une transformation d'abord de l'humain, parce que tout est basé sur l'humain. C'est ce que Ford disait. Henry Ford disait que l'humain d'abord, tout est basé sur l'humain avant d'arriver à la technologie. Donc, c'est de saisir, c'est un processus qui permet de saisir tout ce qui est opportunité venant de nouveaux types de management, de nouveaux modes de pensée, de nouvelles manières d'organiser et aussi d'opportunités en termes de nouvelles technologies qui permettent de pouvoir permettre à l'entreprise de faire plus vite, moins cher et mieux dans le but de pouvoir rentabiliser, pérenniser ces chiffres et puis aussi le plus grand objectif pour moi, c'est le but de mieux satisfaire les besoins de ses clients. Donc pour moi, la transformation digitale, elle est d'abord transformationnelle avant d'être digitale, donc outil. Voilà, c'est un peu ça la conception et la manière de penser que j'ai de la transformation digitale. Maintenant, en termes de caractère, on a plusieurs axes qui doivent être normalement la problématique, c'est comment rendre les opérations beaucoup plus optimales. On a, avec l'excellence opérationnelle, avec des outils, avec des nouvelles manières de gérer les opérations en optimisant les processus. On a aussi l'axe People and Culture, donc où on va y arriver en termes de conduite du changement, parce que tout est basé sur l'humain. On peut déployer le meilleur outil possible, mais si l'humain qui est derrière n'est pas prêt. Allô, je crois qu'on a perdu Erwin. Peut-être patiente 2 secondes, s'il vous plaît. Je crois qu'on a perdu Transformation Erwin. digitale. Ok. Allô, allô, tu nous entends? Tu m'entends, Erwin? Allô? Allô? Oui, c'est bon maintenant. Oui, c'est bon, je t'entends. Ouais. Ok, super. Oui, allô, En je fait, t'entends. je crois que je t'avais perdu 2 secondes, mais c'est bon, ok, pas de souci. Je sais pas si pour toi c'était bon, si tu avais effectivement rappelé ce que c'est effectivement la transformation pour toi et donc la nécessité de parler d'abord de transformation, ensuite après de comment est-ce que le digital peut Oui, favoriser cette oui, c'est transformation. bon. D'accord. Exactement. Aujourd'hui, comment les attentes Oui, des c'est ça. clients, dans un contexte, on va dire, peut-être service orienté client, et comment est-ce que comment les attentes des clients on va dire, ont évolué avec l'avènement du numérique? OK. Donc, avec l'avènement du numérique depuis, je pense, les années 2000, le numérique existe depuis très longtemps. Donc, avec les nouveaux ordinateurs en 1950 qui ont permis de passer d'une industrie, une économie d'industrie vers une économie de services. Et à partir des années 2000, avec la naissance de tout ce qui est réseaux sociaux, avec la naissance de l'économie, de l'Internet, du partage, on a connu une nouvelle évolution des besoins des clients. Et le client aujourd'hui, on dit qu'il est Atawadak. Atawadak, AT, ça veut dire anytime, ça veut dire qu'il a besoin d'avoir accès à ces services, que ce soit en termes de transactions, en termes de prise en charge, il a besoin d'avoir accès à ces services-là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, le Atawad, le Anywhere, le AW, c'est Anywhere, il a besoin d'avoir accès à ces services-là de partout, qu'il soit en Chine, qu'il soit en Côte d'Ivoire, qu'il soit à Abidjan, il a besoin d'avoir accès à ces transactions. Il est aussi any device, donc qu'il soit sur le téléphone, qu'il soit sur un ordinateur, une tablette, qu'il soit sur un guichet automatique, qu'il soit sur n'importe quel type de device, il faut qu'il puisse avoir accès à ces services et à ces transactions. Et enfin, any channel, ça veut dire qu'il doit pouvoir avoir accès à ces transactions, à ces services, à ces informations à partir du canal qu'il préfère avoir. Certains préfèrent avoir des informations par SMS, d'autres directement par WhatsApp, d'autres encore par un autre type de canaux. Donc, il faut prendre en compte ces différents besoins des clients-là. Donc, le fait que le client soit passé d'un client qui était, en brief, un client pas digital à un client Atawadak a, a permis de remodeler le paysage même des structures.
que ce soit des structures numériques ou bien des structures beaucoup plus traditionnelles comme les banques. Donc, tout le monde, forcément, a dû revoir sa copie parce que le client est devenu différent. Avant, un client qui était obligé de venir en agence, avec la naissance, par exemple, de ce qu'on appelle les fintech, aujourd'hui, les pure players comme les Wave et tout ça, les banques ont dû revoir leur copie parce qu'aujourd'hui, avec Orange Money, quelqu'un peut être assis dans son village et faire une transaction avec quelqu'un d'Abidjan sans se déplacer. Ça existait depuis 2008, par exemple. Et les banques ont dû, par exemple, s'adapter à ce nouveau type de modèle-là. Parce que si le client pour qui on travaille change de manière de faire, change de besoin, automatiquement, les entreprises doivent changer leur business model, leur manière de faire, la manière de gérer, de fournir leurs services pour pouvoir s'adapter à ce changement-là. Parce que si on ne s'adapte pas, finalement, on finit par périr. On a vu, hein, Kodak était l'une des plus grosses sociétés, ne s'est pas adaptée au numérique, elle a fini par disparaître. On parle de Alcatel qui a fini par laisser tomber tout ce qui est smartphone. On parle de Motorola pareil. Donc, si on ne s'adapte pas aux besoins des clients, aux besoins actualisés des clients, on finit par périr et on ne pérennise pas son activité. D'accord. Et je pense qu'à travers ces exemples, on voit bien que qu'on soit une banque ou une petite PME, donc peu importe le secteur, donc la satisfaction client est, on va dire, assez importante et le numérique encore plus, puisque le client attend encore plus avec effectivement la nécessité de pouvoir se connecter de partout et avec tout type de support comme tu as évoqué tout à l'heure. Et nous, on a Mm. voulu effectivement échanger avec toi, non pas forcément sur les process de, de transformation digitale, même si c'est un sujet important. On a voulu parler de la conduite de Mm. changement. Donc, parce que je pense que c'est aussi au cœur de vos activités ou des activités de transformation digitale. Ouais, Déjà, qu'est-ce que la d'accord. conduite de changement dans le cadre d'une transformation digitale et pourquoi est-ce que c'est important? Mm. OK. Donc, déjà, la conduite du changement, je pense littéralement, son nom est parlant pour tout le monde. C'est de conduire un changement. Un changement, c'est quoi? C'est d'apporter quelque chose de nouveau dans une entreprise, dans une entité. Donc, que ce soit une nouvelle application, que ce soit une nouvelle manière de faire, donc une nouvelle procédure, que ce soit un nouveau produit qu'on veut mettre à la disposition des clients, que ce soit une innovation. Donc, ça, c'est un changement. Donc, comment conduire? Puisque je l'ai dit, en termes de transformation digitale, il y a l'humain. Il y a l'humain qui est au centre de cette transformation parce que le client final, c'est des humains. Donc, forcément, il faut permettre à ces humains-là de pouvoir s'adapter à cette nouvelle chose qui vient d'apparaître. Parce que l'être humain est comme ça et il fait de telle sorte que lorsqu'il y a un changement, il a d'abord une période d'adaptation. Et elle est plus ou moins longue en fonction de la manière dont on mène ce changement-là. Donc, la conduite du changement, c'est le processus par lequel on facilite l'adoption d'un changement, qu'il soit technologique, organisationnel ou procédurier. Donc ça, c'est ça la conduite du changement. C'est ce processus-là qui permet de pouvoir faciliter cette adoption. Et elle est importante pour pouvoir réduire le moment, moi j'appelle le point de convergence. Le point de convergence, c'est le moment où les personnes cibles, les personnes qu'on appelle les parties prenantes d'un changement, acceptent de pouvoir basculer à ce changement-là, de pouvoir s'y mettre et acceptent de pouvoir y aller. Donc, c'est vraiment important parce que ce changement-là, ou bien cette conduite du changement-là, impacte la réussite de tout projet. Et la majorité des projets, moi, j'ai eu à gérer plus d'une centaine de projets dans toute ma carrière, plus même de Ah, je crois qu'on a perdu Erwin, c'est moi. Je sais pas si vous l'entendez. Là, c'est un pouce si vous l'entendez. Je crois qu'il est parti. Peut-être patienter 2-3 petites secondes. On pourra le reprendre. Erwin, si tu m'entends, je vois que tu es redescendu au niveau des auditeurs. Est-ce que tu peux lever la main pour remonter, s'il te plaît? Désolé, je crois qu'on a un petit problème de réseau.
Je crois qu'on a perdu notre speaker. Est-ce que tu peux relever la main? Il y a juste un petit bouton en bas pour lever la main. Tu lèves la main pour passer en tant que speaker si tu nous entends. J'essaie de lui faire un petit message. Est-ce qu'il a reçu une Allô? invite? Allô, Amadou? Allô? Ouais, ouais, on t'entend maintenant. Ok. On t'entendait jusqu'à quand tu évoquais le fait que tu avais géré, on va dire, tu as été appelé à gérer Ah, une ok. centaine de projets. Plus une C'est là centaine de que... projets. Et le point clé en termes de réussite, là, j'ai basculé sur un autre réseau, je pense que ça sera mieux. Le point Ok, clé en termes de réussite de projet, c'est l'humain, donc la conduite du changement. Si elle est réussie, le projet a un fort pourcentage de propension à réussir. Et si elle échoue, elle n'est pas bien menée, le projet a un très fort pourcentage de chances de pouvoir échouer. d'accord. Donc, je crois on voit bien la nécessité de mener à bien cette conduite de changement. Euh, je veux peut-être qu'on passe au prochain axe, donc la planification, la mise en œuvre, et peut-être dans ton développement, nous expliquer aussi la particularité de la banque, parce que je pense que tu as travaillé dans deux, trois banques, effectivement, la particularité de la banque dans cette conduite de changement. Déjà, de manière globale, comment identifier et anticiper les résistances au changement au sein des équipes déjà internes Mhm. et des clients lors de la transition vers des services clients numériques. Parce que j'imagine OK. que ce soit dans les équipes, pas forcément Mhm. les équipes techniques, mais les équipes métiers des autres directions ne sont pas Ouais. forcément voilà, favorables au changement ou à l'innovation qui est apportée. Et le client aussi, comment est-ce qu'on peut effectivement identifier, anticiper ces futurs points de blocage, on peut dire ça comme ça. OK. OK. Donc, pour les deux, pour moi, la meilleure manière de tout ce que j'ai eu à faire jusqu'à maintenant, la meilleure manière de pouvoir apporter une bonne conduite du changement, c'est de pouvoir impliquer tout ce qui est partie prenante dès le départ. Donc, ça passe pour une bonne identification des parties prenantes. Donc, moi, ce que je fais dans mes projets, c'est déjà de tenir un registre des parties prenantes. Et une partie prenante, c'est quoi? Une partie prenante, ce sont toutes les personnes, toutes les entités qui ont un intérêt dans le projet ou bien dans le changement qu'on va amener, quelqu'un qui sera impacté. Donc, par exemple, si on doit mettre en place un pont à Jacquesville, qui est une ville de la Côte d'Ivoire, les parties prenantes, ce n'est pas seulement l'État, ce n'est pas seulement les personnes qui conduisent des voitures, mais on va voir aussi, par exemple, les populations même qui seront impactées dans leur vie. Ce sont les parties prenantes. Si celles-là n'ont pas une bonne conduite du changement, par exemple, elles vont venir faire des manifestations et ça va retarder le projet. Il n'y aura pas une bonne adoption. Donc, il faut passer d'abord par une bonne identification des parties prenantes. Donc, quand on a fini cette identification des parties prenantes-là, il y a un mot que j'aime, que ce soit des parties prenantes qui sont en interne dans l'entreprise, comme des clients externes, c'est la co-construction. Il faut co-construire. Il ne faut pas s'asseoir dans son coin, écrire cette spécification et puis venir donner, dire, l'imposer aux personnes. Non, il faut avoir ces personnes avec nous dès le départ. Donc, inclure les parties prenantes dès le départ dans le projet. Donc, quand on a fini de les identifier, c'est de faire de la co-construction avec eux. Donc, on met en place, par exemple, actuellement, on fait des ateliers qu'on appelle des ateliers de design thinking. Et ces ateliers-là nous permettent de mettre en place un élément, un outil qu'on utilise, qu'on appelle la carte empathique. Et cette carte empathique, elle nous permet de pouvoir nous mettre à la place des clients internes comme des clients externes, travailler avec eux. Et dans ce sens-là, par exemple, les clients externes, on a mis en place un club client, donc un échantillon de clients représentatifs qui travaillent avec nous sur nos produits pour nous donner leurs opinions, pour dire, ah ça, voici ce qui, moi, me gêne dans votre produit, voici moi ce qui voici mes préoccupations. Et quand on prend en place, on prend ces préoccupations dès le départ dans le projet, c'est beaucoup plus facile. Donc, il faut construire avec les parties prenantes et ça permet de pouvoir adresser plus facilement et plus rapidement dans le cycle de vie du projet, plus rapidement ces différentes préoccupations-là. Et ça améliore, ça facilite et ça améliore le processus. Maintenant, si on va maintenant de manière technique, on a ce qu'on appelle la méthodologie de conduite du changement de Kotter. Donc, c'est 8 étapes qu'on met en place pour pouvoir faire un projet même de conduite du changement. Parce que c'est tout un projet, la conduite du changement. Mais bon, je n'ai pas ces 8 étapes en tête, mais vous pouvez faire des recherches dessus. Donc, pour moi, c'est identification des parties prenantes exhaustives et puis co-construction. Donc, lorsqu'on co-construit, on réduit les résistances au changement.
au niveau des parties prenantes. D'accord. Tu as parlé de ateliers de design thinking. Est-ce que C'est c'est ça. des ateliers, comment ça fonctionne? C'est des ateliers de brainstorming ou c'est tout autre type d'atelier? Comment est-ce que ça fonctionne, ça se matérialise, ce type d'atelier? OK, ce sont des ateliers où on a un planning clair, hein. On identifie on parle du sujet. Par exemple, si c'est une application qu'on veut mettre en place, si c'est un produit ou un service, on a les différentes parties prenantes qui nous donnent leurs avis sur ces points-là. Donc, on fait ressortir tout ce qui est problématique qui peuvent ressortir du changement qu'on est en train de mettre en place. Et avec ces différentes parties prenantes-là, on utilise des outils de résolution de problèmes. Donc, par exemple, le diagramme d'Ishikawa, qu'on appelle le diagramme arête de poisson, ou bien d'autres outils qu'on utilise pour pouvoir, ou bien le A3 aussi, qui est un outil de résolution de problèmes, pour pouvoir résoudre les problèmes qu'ils voient qui pourraient se poser en termes d'adoption. Et c'est avec eux aussi qu'on résout ces problèmes-là. Donc, on identifie avec eux les différents problèmes, les blocages, et on travaille avec eux aussi sur leurs propositions de résolution. Donc, comment est-ce on pourrait résoudre selon eux ces problèmes-là? Et lorsqu'on prend en compte ces différents points, ça nous permet de pouvoir travailler sur des cadres empathiques et travailler sur le plan d'action du changement qui est beaucoup plus adapté. Ce n'est pas quelque chose qui sort de nous, sur notre cerveau, et c'est quelque chose qui sort de nos clients, des personnes qui sont impactées par ce changement-là. Donc, c'est comme ça D'accord. qu'on s'y prend. D'accord. Merci pour ce partage et vraiment merci pour toutes ces informations. Donc j'imagine que le produit finalement ou le service, il a été co-construit comme tu as évoqué tout à l'heure. Il a été livré, donc il est mis à disposition des clients ou sinon des équipes en interne. Quels sont les mécanismes, on va dire, de feedback qui peuvent être mis en place pour évaluer l'efficacité de la conduite de changement et la satisfaction des clients qui a été menée? Typiquement, on a fait ces OK. travaux-là. Et comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que ça a été fait efficacement? OK. Donc, il y a deux outils que moi j'utilise, qu'on utilise chez nous euh, spécifiquement au niveau des clients, qu'ils soient internes ou externes. Il y a d'abord le baromètre ICAP. Donc, c'est un baromètre qui nous permet de mesurer tout ce qui est impact du changement chez des personnes. Donc, ICAP, c'est pour information, compréhension, adhésion. Et puis le P, j'ai oublié un peu qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est un baromètre qui nous permet de faire, c'est un questionnaire avec au plus 15 questions qu'on adresse aux personnes qui sont impactées, à un échantillon de personnes qui sont impactées par ce changement-là. Et ça nous permet de savoir si véritablement le changement est en train d'être adopté et à quel niveau d'adoption on est dans le changement. Donc ça, c'est le premier outil qu'on utilise. Le deuxième outil qu'on utilise, c'est le NPS, le Net Promoter Score. Je pense que ça, c'est quelque chose de connu dans le monde entier, qu'on soit en marketing ou bien dans toute chose. Donc ça, on utilise ce Net Promoter Score là pour pouvoir avoir euh, l'avis des clients sur l'adoption d'un produit. Est-ce qu'ils recommanderaient ce produit-là ou bien ce changement-là à une autre équipe ou bien à d'autres clients? Donc, on voit à partir de ces deux outils quel est le taux d'adoption ou bien le taux d'impact du changement, le taux d'adoption de ce changement-là. Et que ce soit en banque ou bien dans un autre secteur, hein, c'est les mêmes choses qui peuvent fonctionner. C'est vrai que la spécificité des banques, c'est qu'on garde l'argent des personnes. Et puis, il y a un penseur de Cypherpunk qui disait, celui qui garde votre argent, garde votre vie. C'est vrai que c'est vraiment une question de vie ou de mort quand on garde l'argent de quelqu'un. Donc, on est beaucoup plus rigoureux dans cette méthode-là. Mais le client reste le client, qu'il soit client d'un fast-food ou bien client d'une banque. Il suffit juste de travailler avec lui pour savoir quels sont ses besoins et de travailler avec lui pour pouvoir casser tout ce qui était mythe, tout ce qui était blocage et faciliter l'adoption du produit, du service ou du changement. D'accord. Donc rapidement, en tout cas, merci Erwin. Donc on a encore 7 petites minutes. J'ai encore deux, trois questions, mais pour ceux qui souhaitent prendre la parole, posez vos questions. N'hésitez pas à lever la main. Vous avez juste un petit bouton en bas pour lever la main, poser vos questions à notre speaker. Et moi, j'ai encore deux questions, si tu permets. Rapidement, c'est Mhm. aujourd'hui, quel est le rôle, on va dire, des leaders et des managers, ou sinon de l'organe de direction d'une entreprise
dans cette conduite de changement? OK. Au-delà du fait qu'elle est identifiée comme partie prenante dans certains projets, mais voilà, est-ce qu'elle a un rôle particulier à jouer? Oui, pour moi, le management, les leaders, ils doivent jouer un rôle de facilitateur. Parce que normalement, tout ce qu'on fait en termes de changement dans une entreprise est lié à la stratégie de l'entreprise. Et le premier, celui qui porte la stratégie ou le plan stratégique d'une entreprise, c'est le directeur général. Et les seconds, ceux qui arrivent juste après, ce sont les leaders, les managers. Donc, ils sont les plus enclins à comprendre là où l'entreprise doit aller et ce pourquoi comment on peut dire là, le changement est en train d'être mis en place. Donc, normalement, c'est eux qui doivent porter ces sujets-là. C'est eux qui doivent être des sponsors de ces sujets. Un sponsor, c'est quelqu'un qui est vraiment investi dans le sujet, qui fait du corps à corps avec ses collaborateurs pour pouvoir faciliter, comme je l'ai dit, ce sont des facilitateurs, faciliter l'adoption du changement. Moi, j'ai deux techniques dans la conduite du changement. On peut faire un style top-down. Top-down, ça veut dire que ça part du haut vers le bas et c'est très bon. Comme je l'ai dit, ils portent la stratégie, donc ils doivent redescendre, décliner cette stratégie-là au niveau de leurs collaborateurs. Mais une des plus grandes forces aussi, c'est de faire du bottom-up, donc du bas vers le haut. Donc, travailler aussi dans les bases en mettant en place ce qu'on appelle des communautés de pratique, par exemple des ambassadeurs et autres qui nous aident à pouvoir distiller au jour le jour cette nouvelle mentalité, ce nouveau mindset et autres, tout ça, en termes de changement au niveau de leurs collègues et au niveau des entités. Donc, ça se fait à deux niveaux et le rôle des managers, des leaders est très, très important. C'est un rôle clé à ce niveau-là. D'accord, OK. Je ne sais pas s'il y a des questions encore. Donc pour ceux qui souhaitent intervenir, vous avez juste à lever la main. Je crois qu'il y a docteur Yassine qui souhaite prendre la parole. Et avant ça, sinon on va prendre sa question. Franchement, le sujet est très intéressant et j'ai une question qui me vient rapidement avant que docteur Yassine puisse prendre la parole. Ou peut-être ça sera la même question, mais est-ce que finalement la conduite du changement, c'est pas un projet sans fin? Dans la mesure où il y aura toujours de la résistance. Typiquement, vous qui avez de nouveaux clients, est-ce qu'il faut toujours aller chercher le client, lui expliquer? Voilà, en fait, c'est la réflexion que je me fais où c'est vraiment, il est limité au projet, au cycle de vie de projet, début, fin, et c'est terminé. Puisqu'il Moi, aura pour toujours moi, des feedbacks. la conduite du changement, on ne peut pas l'arrêter. C'est vrai que j'ai parlé de projet, mais c'est vraiment une activité en continu. Donc, Ouais, on peut faire de la conduite du changement spécifique pour un projet, mais forcément, lorsque le projet est parti en production, en mise en service, qu'il est utilisé, on doit continuer ce travail-là. Comme tu l'as dit, si on veut accroître notre taux d'adoption, notre taux d'acquisition, notre taux d'utilisation et pénétrer le marché avec un nouveau produit, un changement, forcément, il faut pouvoir gagner de nouveaux clients. Et gagner de nouveaux clients, ça passe par la conduite du changement. Si on apporte un changement, forcément, on doit continuer la conduite du changement. La conduite du changement s'arrête lorsque le produit, le service est en phase de déclin et qu'on doit l'arrêter, c'est tout. Sinon, la conduite du changement, c'est un processus perpétuel. On continue merci. la conduite du changement jusqu'à la fin. Merci, Erwin. Franchement, merci pour ces précisions. Docteur Yassine, je ne sais pas si vous avez une question aux éléments à apporter. Allô, allô? Ben, Oui, bonjour, docteur. j'espère Oui, qu'on m'entend bonjour, bien. docteur Yanssen. Ok, Oui, on ben, s'entend très bien. d'accord. Ben, je salue Erwin avec qui j'ai eu l'occasion de travailler dans la même structure au niveau de Bolloré. C'est vrai qu'on n'était pas sur les mêmes applicatifs, mais voilà, je sais que c'est un grand bosseur. Donc, Erwin, salut encore et puis Ouais, bravo pour cet bonjour Yanssen. accomplissement-là. Merci Voilà. beaucoup. Ok, donc je pense que en fait, Erwin a dit beaucoup de belles et de bonnes choses. La question hein, que je souhaite lui poser, bon, certainement qu'il en a déjà parlé, mais de façon beaucoup plus focusante, c'est-à-dire de dire en fait, c'est quoi les grandes causes racines en fait d'échec de conduite de changement en fait sur les projets de transport qu'il a eu à mener en fait. Merci. Ouais, ouais, bonne Ok, question. merci beaucoup. C'est une très belle question. Merci Yacine. Toi aussi, bravo pour ton parcours, hein, parce que tu as un très bon parcours. Bravo. Je te suis de loin, je vois ce que tu fais. Donc, merci beaucoup. Donc, pour moi, les grandes causes, c'est pour ça que moi, la cause première en termes de conduite du changement, d'échec de conduite du changement que j'ai eu à voir, en tout cas dans mes différents projets de déploiement, c'est la mauvaise identification des parties prenantes. Lorsqu'on rate l'identification des parties prenantes, on peut travailler sur, si tu ne sais pas qui est impacté et qui peut venir contre ton projet, forcément, tu ne vas pas, quel que soit le modèle de conduite du changement que tu vas faire,
Même si tu as le meilleur modèle, tu déploies les 8 types de codeurs, tu fais de la co-construction, tu vas mal orienter ta conduite du changement et tu n'auras pas d'impact parce que tu as mal identifié tes parties prenantes. Moi, pour moi, c'est l'élément clé, l'identification des parties prenantes. Ensuite, après l'identification des parties prenantes, en deuxième position, je placerai le type de communication. Comment adapter sa communication, puisqu'on parle de conduite du changement, c'est beaucoup de communication. Comment adapter la communication à la personne qui est en face de nous. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Tu vois, il y a des choses que j'avais mises en place en termes de conduite du changement. Par exemple, on a mis en place une newsletter, on a mis en place un certain nombre d'ateliers d'information, de sensibilisation. Mais par exemple, quand on a travaillé avec les personnes, on s'est rendu compte que le langage même qu'on utilisait n'était pas adapté aux personnes qu'on sensibilisait. Parce qu'on utilisait un langage trop technique, par exemple. On faisait de la conduite du changement, mais dans cette conduite du changement-là, on utilisait un langage trop technique. Donc, on n'arrivait pas à avoir la portée qu'on aurait aimé avoir. Donc, il faut bien identifier ses parties prenantes et puis adapter sa communication lors de la conduite du changement. Vraiment savoir comment parler, comment distiller l'information à la bonne personne et de la bonne manière. Donc ça, c'est très important. Ce sont les deux facteurs d'échec que j'ai pu voir en termes de grands facteurs d'échec concernant la conduite du changement. Merci beaucoup, Erwin. Merci. Merci, Dr Yassine. Donc, je rappelle, hein, donc, Dr Yassine, que nous avons reçu ici, qui a parlé de l'impact de la protection des données personnelles sur le marketing digital. Je vois Mouidou qu'on a reçu il y a quelques semaines, hein, sur la gestion des risques liés au fournisseur cloud. En tout cas, merci encore à toutes et à tous. On arrive à la fin de notre temps, de notre session. Je tenais à remercier Erwin donc, pour sa disponibilité, son expertise. Donc, je rappelle que ce sont des sessions de 30 minutes qu'on organise tous les samedis. Donc, l'idée, c'est de vraiment rester concis et précis sur un thème, sur un sujet. Effectivement, il y a plusieurs volets de la transformation digitale qu'on aurait pu peut-être aborder. Mais voilà, on a voulu parler de ce sujet surtout avec toi, Erwin, qui est dans le domaine de la banque, je pense que c'est assez important, sinon plus qu'important pour vous, d'assurer la satisfaction client. Donc, la session est enregistrée, elle sera disponible sur YouTube. Je ne sais pas si tu as un mot de fin, si tu souhaites apporter des éléments en plus par rapport à tout ce qui a été dit, Erwin. Euh, bon, je pense que c'est bon, hein. Donc, pour résumer, déjà, merci à Cybercafé de m'avoir invité. Et pour résumer, pour moi, la conduite du changement, c'est quelque chose de clé au niveau de projet. Et pour une entreprise qui veut aller loin, il faut avoir une bonne conduite du changement. Elle est aussi importante que la transformation digitale en elle-même. Parce qu'une conduite du changement qui est ratée, on a une transformation digitale qui sera bancale. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle, par exemple, d'automatisation des processus avec des robots, par exemple, chez nous, les guichetiers peut se disent, mais qu'est-ce que je vais faire demain si on automatise tout, si on met en place des guichets, si on met en place des bornes de gros versements, qu'est-ce que je fais demain? Et cette insécurité-là agrandit et accroît la résistance au changement, ce qui donne une proportion plus forte à l'échec de tout changement qu'on est en train de mettre en place. Donc, c'est ça, de dire qu'il faut y aller, il faut y travailler et forcément, il faut le faire de manière intentionnelle. Il faut avoir une bonne stratégie. Et là, on peut vers la réussite de notre projet. Bah, merci, Erwin. Franchement, merci beaucoup. Merci pour ta disponibilité encore une fois de plus et ton expertise. Donc, on a essayé, tant bien que mal, de respecter le temps, de parler de conduite du changement, de transformation digitale, de l'identification, qui est plus qu'important des parties prenantes, de la construction aussi, de la communication. Et merci à Dr Yacine pour ta question. Bah, écoutez, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci encore à toutes et à tous. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous envoyer, on va dire, des invitations à connecter entre vous, à échanger. Si vous avez des personnes que vous connaissez qui vous pensez estimer peuvent intervenir lors des sessions cybercafé, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à nous proposer aussi des sujets, des thèmes liés au numérique, peu importe le sujet, pour qu'on puisse en discuter ensemble samedi. Bah, merci encore à toutes et à tous. Excellent week-end. Portez-vous bien et rendez-vous samedi prochain pour la 48e session de Live Leading organisée par Cybercafé. Merci encore à toutes et à tous. Portez-vous bien et bon week-end.